d'abord, je crois que vous devez savoir où vous êtes, mais je le reprécise quand même. Nous sommes réunis pour l'atelier intitulé « Le goût comme théâtre d'expérience », partant du principe que si nous faisons bien notre travail, eh bien, chacun des mots devrait être éclairé. Qu'est-ce qu'on met derrière la notion de goût? Qu'est-ce qu'on met derrière la notion d'expérience, ce qui n'est pas facile. Ce matin, on évoquait les lieux communs, les clichés, les stéréotypes. On pourrait se dire, ben voilà, encore avec l'expérience, peut-être à la fois quelque chose de sublime, mais aussi peut-être une tarte à la crème du discours, un lieu commun du discours. Et puis cette notion de théâtre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière? Donc là, c'est ce qu'on disait ce matin. Je remercie nos intervenants qui arrivent un peu au pied levé comme ça parce qu'ils ont une journée très très difficile. Ils travaillent un peu comme beaucoup d'entre nous à flux tendu. Donc je vais les présenter rapidement, un peu dans l'ordre d'intervention. Donc si vous le permettez, je ferai un tout petit topo introductif pour voir un peu quelle résonance particulière nous tentons de donner aux termes qui correspondent à l'intitulé de cet atelier. Donc je reprécise que je le ferai dans les perspectives des recherches que nous menons à Dijon autour de cette fameuse notion, elle aussi un peu galvaudée peut-être, de sensible. C'est-à-dire qu'au-delà on sent qu'il y a une attraction évidente aujourd'hui dans le tourisme comme dans la société en général pour l'activité sensorielle. On sent que la notion de sensoriel, de polysensoriel sert véritablement d'attracteur en communication, et tout particulièrement aussi dans le domaine de l'offre touristique. Donc on essaiera de comprendre cette dimension-là, pas simplement sensorielle, mais peut-être sensible aussi, c'est-à-dire que les sens sont activés dans une dimension plus large, qui pourrait être celle de l'hédonisme, de la convivialité, et notamment de la recherche d'expérience. Voilà ce qu'on va essayer de s'employer à comprendre ensemble et à discuter avec vous, je l'espère, puisque on espère ouvrir l'échange et le débat avec vous. Alors, dans l'ordre d'intervention, ce sera d'abord Sophie Ollier-Dumas, responsable du comité régional du tourisme de Bourgogne, et qui nous parlera de l'expérience précisément bourguignonne, avec un point particulier, c'est que cette notion d'expérience, de goût comme théâtre expérientiel, prendra place au sein de la nouvelle communication de la Bourgogne, qui travaille autour véritablement de la Bourgogne comme logique de marque. Elle va essayer de nous expliquer ça, elle va pas essayer, puisqu'elle est au cœur même de cette nouvelle stratégie de présenter la Bourgogne comme une marque innovante. Ensuite, nous verrons le point de vue italien de l'écotourisme avec Pierluigi Basso. Pierluigi Basso est un professeur connu en Italie pour ses travaux en communication, en sémiotique, sur beaucoup de domaines culturels, et notamment il a des responsabilités importantes au sein de l'Université des sciences gastronomiques de Polenzo, que vous connaissez peut-être, au sud de Turin. Et nous sommes heureux de l'accueillir ici pour participer à cette table ronde, enfin cet atelier. Et puis Jean-Louis Laville, président du comité régional du tourisme de Normandie, et qui lui a mis en place véritablement une réflexion autour de ce concept d'expérience, en lui donnant véritablement une densité, une épaisseur, une profondeur dans la politique qui a été menée au niveau du CRT Normandie, et il nous en dira quelques mots tout à l'heure, et j'espère que là aussi vous aurez tout le loisir de rebondir par rapport aux propositions qui sont faites. Voilà. Bien. Alors, nous sommes en famille. Alors, si vous voulez, on dit peut-être quelques mots déjà pour essayer de camper le décor. On verra si vous êtes d'accord avec les premières propositions que je pourrais faire. Je ne veux pas évidemment tirer la couverture. Il s'agit simplement de dire, voilà, un peu le contexte dans lequel nous allons tenter d'apporter quelques idées. Bon, je crois qu'on ne se trompe pas si on dit déjà que le tourisme, comme bien des domaines, il entre dans un domaine qui aujourd'hui est hyper concurrentiel, qui est enflammé par la multiplication de l'offre. Il y a beaucoup de secteurs qui n'étaient pas vraiment touristiques et qui se sont réveillés au tourisme. Il y a des pays qui sont émergents,
il y a des régions et des contrées qui sont émergentes, et il est évident que nous sommes dans un contexte, alors on parle souvent d'hyper-modernité, de contexte hyper concurrentiel. Cette notion d'hyper nous renvoie à un régime, on va dire, en communication qui est emphatique. On a tendance à aller dans la surpromesse, dans la surcharge, dans l'hyperbole de la communication, en disant venez ici, vous êtes au cœur de, vous allez tout trouver. Et non seulement nous sommes dans ce contexte hyper concurrentiel qui fait monter les enchères, alors peut-être qu'on verra certaines régions qui disent nous on n'entre pas un peu dans cette spirale un peu enflammée, mais en même temps une accessibilité aussi toujours plus grande des touristes aux biens. On a dit ce matin, on peut le répéter, que ce qui va être important aussi dans le démarche, c'est la représentation que nous avons du touriste, comme quelqu'un qui finalement vient chercher du stéréotype, du cliché, ou au contraire demande à être surpris, demande à être touché par quelque chose d'inédit au niveau de l'expérience. Quoi qu'il en soit, le touriste, alors justement, comment le qualifier? Est-ce qu'on se dit que c'est un citoyen? Est-ce que c'est quoi finalement sa base identitaire? Ou est-ce qu'on se dit au fond que c'est un consommateur comme un autre, le touriste, et que comme tous les consommateurs, il est devenu exigeant, il est devenu labile, il ruse, il cherche des bons tuyaux. Dans les sorties touristiques, dans les opportunités touristiques. Il est moins programmatique, il se décide à la dernière minute. C'est plus l'économie qu'on met nécessairement dans l'enveloppe pendant 1 an ou 18 mois, ça peut être plus sur le coup de tête, ça peut être plus sur l'opportunité. Donc il ruse, il muse, il s'amuse, et puis surtout il s'use très vite si l'offre de consommation ne vient pas relancer son énergie. Et puis on a le sentiment, les sociologues nous disent que ce consommateur, ce touriste consommateur, qui va consommer de l'offre touristique, de l'imaginaire touristique, il n'est pas lui aussi revenu de tout, il est revenu de la pub, on la lui joue plus d'une certaine manière, comme on pouvait le faire. L'émerveillement, il dit, bon, à la limite, je vois bien ce que vous voulez me dire, mais quand même, je suis pas complètement dupe du jeu de la communication dans lequel on me fait entrer. Donc il est un peu revenu de ses pubs, il est revenu des promotions. Le prix peut gratter encore mieux, donc ça va être, il va pianoter ou surfer sur Internet, et puis il ajoute comparatif, il fait jouer à fond les comparatifs prix, les scénarios, les offres. Il maximise peut-être, oui là c'est un peu plus cher, mais quand je regarde bien, j'ai une offre service qui est vraiment augmenté par rapport à un voyage sec, on va dire. Donc la pub, les prix, la promo, l'exclu, les bons plans. Voilà, on a un consommateur que j'idéalise peut-être un peu dans ce profil, mais qui a cette capacité à jouer lui-même avec l'offre, et à avoir une approche rusée et intelligente et rationnelle à ce niveau-là. On va voir qu'il n'est pas toujours rationnel dans son comportement, mais que là, il déploie quand même des stratégies rationnelles. Et puis, comme on le disait, ce qui va être intéressant, c'est que ce touriste, il active dans la dimension touristique des figures identitaires qui sont multiples. Vous savez que c'est très tendance, évidemment, de parler de l'identité plurielle, mais en l'occurrence, évidemment, ça fonctionne pour le tourisme. Parce que je viens de le définir comme consommateur, mais il faudrait aussi définir ce touriste comme un sujet hédoniste, en quête de plaisir, en quête de sens par rapport à l'expérience touristique qu'il va vivre. Il va activer des valeurs, liées à sa conception du voyage, à sa conception de la découverte, à sa conception de l'aventure. Des valeurs liées à un besoin, par exemple, on sait qu'il joue beaucoup, sécuritaire, d'encadrement, qu'il n'y ait pas de surprise, de mauvaise surprise au niveau logistique. Mais qu'en même temps, lié quand même, ce qu'on disait ce matin, par rapport à quelque chose d'un peu inattendu, qui me fait aller un peu sur les marges par rapport à ce qui serait trop convenu. Donc il active des valeurs, elles-mêmes qui peuvent être contradictoires, il veut être surpris, mais il veut être sécurisé sur un certain nombre de choses, et il active pas que des valeurs, il active aussi une humeur, et le terme un peu à la mode, un ethos, c'est-à-dire que le voyage qu'il va faire doit coller à un certain style de vie, à une certaine forme de vie. Il ne s'agit pas simplement de prendre l'avion, le bateau, de se déplacer, d'aller d'un point à un autre,
C'est pas une vision simplement topologique. Il y a de passer d'un point à un autre. Il s'agit dans le déplacement que l'on fait, de faire aussi un déplacement mental. Et donc, c'est ce qu'on appelle un peu l'éthos, c'est-à-dire la capacité du sujet à mettre en scène sa propre existence, l'espace de 3 jours, l'espace d'une semaine, de mettre en scène donc sa forme de vie, de lui donner tout d'un coup une coloration spéciale. Évidemment, on imagine la dimension hédoniste dominante, mais bon, il peut aussi avoir envie d'apprendre quelque chose, donc il va activer peut-être au plan identitaire une dimension d'esthète, mais tout en restant dilettante. Il ne faut pas non plus lui donner la leçon. Hein, il n'est pas là pour entendre le catéchisme autour d'une région, autour de l'histoire, mais il peut être là en attente d'histoire, dans cette dimension narrative que nous avons évoquée. Bon, et donc c'est ça, c'est-à-dire vraiment, on approche la notion de théâtre, d'expérience, parce que l'individu déjà lui-même veut mettre en scène son existence. Il est dans cette dimension réflexive. Alors évidemment que va jouer la photographie, de ramener une chose qui est très importante dans le tourisme, sans doute, les souvenirs, des traces, des traces. Il faudrait travailler, on en parlait hier avec Pierluigi Basso, de ces notions de fétiche qu'on peut ramener d'un séjour touristique. Qu'est-ce qui prend une valeur fétichiste? Qu'est-ce qui prend une valeur d'empreinte, de trace, d'objets un peu gimmicks que l'on peut ramener, en dehors de la photographie, par exemple, qui va marquer ce moment. Donc, cette notion de mise en scène de sa propre existence et de rapport réflexif par rapport à tout ça est extrêmement important. Donc, on a dit, c'est un peu ce qu'on appelle le tout à l'ego. Hein, il y a une espèce de narcissisme de l'approche touristique par rapport à cette quête d'expérience. Je veux vivre quelque chose de précis. Alors, et puis on aura peut-être aussi l'occasion de mettre en scène cette notion d'expérience sur un fond plus large qui est celui de l'existence. C'est-à-dire quel est le sens que prend ce moment, hic et nunc, ici, maintenant, par rapport à la trame narrative que je donne à mon existence. Donc donc ça donne une épaisseur plus large. Ça va intégrer par exemple les dimensions de la mémoire. Hein. C'est pas simplement un plaisir factuel qui se consomme dans l'instant et qui se résorbe. Lorsqu'il y a une demande d'expérience, cette expérience va être un élément qui prend place dans l'existence. Donc cette relation expérience vécue dans un moment, dans une durée particulière, sur fond d'existence, doit être aussi éclairée. Alors, allons vite, c'est clair que, en même temps, beaucoup de régions touristiques ont senti que derrière le sensoriel, derrière l'émotionnel, derrière l'expérientiel, il y avait une potentialité stratégique aussi de développement et aussi de positionnement stratégique pour les régions, pour les pays et pour construire cet imaginaire touristique. Donc le danger qui va arriver pour nous et dont on va reparler, c'est ce phénomène un peu de neutralisation. C'est qu'à un moment donné, si tout le monde se met à parler de la même chose, on disait ce matin, par exemple, qu'à un moment donné, tout le monde s'est mis à parler du goût, en disant, chaque région, finalement, peut s'approprier la dimension gustative. Bon, alors comment on fait pour redonner, même quand elle l'a pas du tout? Elle peut très bien se l'approprier. Alors comment on fait pour regagner une légitimité et sortir de cette homogénéisation du discours qui nivelle toutes les pratiques et qui les met finalement au même niveau. Si tout le monde peut s'approprier les mêmes propriétés du discours, dire finalement la découverte c'est nous, l'expérience gustative c'est nous, l'expérience tout court, vous allez vivre des expériences palpitantes, donc il y a un effet de neutralisation qui va être pervers. Puis en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'expérience,
parce que vous le savez mieux que moi, il y a évidemment des normes institutionnelles qui jouent, il y a un cadrage légal. On a vu ce matin qu'avec le goût, ça a donné des effets pervers. C'est-à-dire que comme il y avait un encadrement légal ou institutionnel autour de certains labels, beaucoup de régions se sont mises à inventer des signatures, des logos. On a eu l'exemple récent du Lot qui à un moment donné a fait un audit sur ces labels, sur ces signatures, sur ces outils de communication. Ils avaient une espèce de cartographie d'une quarantaine de logos, de signatures, de labels qui brouillaient d'une certaine manière le signal pour le touriste qui lui savait plus à quel sens vouer pour savoir au fond quel était le label véritablement représentatif d'une qualité gustative par exemple. Voilà. On sait aussi que, ça c'est évident, que ce qui va nous donner un levier de communication, c'est que le touriste, il est pris aussi dans l'air du temps, où depuis déjà un certain temps, d'une certaine manière, l'attention s'est développée des valeurs fonctionnelles qui, évidemment, existent toujours. Il y a une attente fonctionnelle de je veux, on l'a dit tout à l'heure, faire un voyage touristique qui soit sécurisé, je veux bien être en immersion, mais je veux bien manger, c'est quand même le minimum, je veux bien dormir, au calme, donc il y a une approche rationnelle de ces dimensions-là. Mais en même temps qu'il y a une valeur fonctionnelle qui est attendue, le prix, la qualité des services qui sont apportés, on le sait tous, vers des valeurs, et c'est là que le message se brouille un peu, on va tous vers des valeurs immatérielles, on va tous vers de l'intangible. Et quand vous êtes dans l'immatériel et dans l'intangible, à la limite, quand vous êtes sur des valeurs fonctionnelles, on vous donne un prix, on vous dit, on garantit que ce sera calme, on vous garantit qu'il y aura un service sécurisé qui répond à certains critères de qualité de normes. Ça va encore. Mais dès que vous êtes sur des valeurs plus impalpables, plus intangibles, comme celles que nous évoquons, autour de celles d'une quête de sens, d'une capacité à être touché, d'avoir par exemple des mots-clés qui vont être ceux du sensoriel, de la polysensorialité, de l'émotion. Alors là c'est développé tout un marketing sensoriel, polysensoriel, relationnel, émotionnel, vous voyez tous ces mots-là. Et là, les critères de validité, les critères de légitimité sont difficiles à appliquer en termes d'opération de validation, parce qu'on est sur de l'intangible, on est sur de l'immatériel. Donc on est à la limite sur du purement idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'il n'y a que le sujet qui peut apporter un jugement véridictoire là-dessus, en disant c'est vrai, c'est pas vrai. Donc c'est extrêmement difficile. Alors que quand vous dites le prix il est tenu ou il n'est pas tenu. Voilà. Donc cette notion, ce qui fait que ça va être un danger quand on communique, c'est que comme on est sur de l'intangible et de l'immatériel, à la limite chacun peut brasser dans l'arbitraire le plus total toutes les vérités qui lui passent par la tête. Tout ce que bon lui semble. On est sur l'imaginaire, on est sur le rêve, on vend de l'impalpable. Alors allons-y. Libérons-nous. Voilà. Et donc ça, j'imagine que quand on a des responsabilités sur une région, pour regagner en disant, attendez, là, en face, on est en train de dire un peu n'importe quoi, il serait de ramener la balle au centre. La stratégie, ça va être comment ramener la balle au centre, comment regagner cette légitimité. Voilà. Alors, je vais, bon, on va pas vous abreuver de notions comme ça, je vous dirais simplement, pour qu'on se mette en perspective. Vous voyez, donc, si on éclaire chacun des mots, faisons-le vite. En plus, je pense que tous, on travaille sur le goût, sur l'imaginaire gustatif, donc j'ai pas non plus envie d'inventer devant vous l'eau chaude. Bon, mais malgré tout, on sait que ce qui va se prêter favorablement à ce qui est mis en perspective par notre atelier, c'est que le goût lui-même s'étend il y a déjà, le propre du goût, c'est quand même la saveur. On peut dire ce qu'on veut, on peut parler du goût, on peut faire toutes les métaphores qu'on veut. Quand on parle de goût, j'aimerais bien avoir en bouche quelque chose qui me procure de l'émotion. Ça a été rappelé ardemment ce matin par Marc Menot et c'est rappelé systématiquement par les chefs. Quand vous interrogez les chefs, vous savez mieux que moi, qui disent systématiquement, allez, bon, moi je suis 2 étoiles, 3 étoiles, mais il y a une seule chose qui compte. Et vous dites, c'est vraiment un tropisme du discours des chefs, c'est le produit. Et moi, je ne fais qu'une chose. Je suis l'humble serviteur de l'essence et de la quintessence du produit.
je le réhabilite à sa propre nature. Je suis respectueux de sa propre vérité. Tous, ils disent ça. Tous, tous, tous. Hein. C'est-à-dire le produit, le produit, le produit. N'empêche, on sait bien, qu'est-ce que ça veut dire le produit? C'est ça qu'il faudrait dire. Il est la condensation de quoi? Il cristallise quoi le produit? Et un peu en aparté ce matin, avant de préparer notre atelier, notre table ronde de ce matin, Marc Menot me disait, je disais ça, je le piquais un peu au vif, et Marc me dit, mais de toute façon, le produit, c'est déjà du travail. Il faut qu'on arrête avec le cuisinier grande toque, créatif, poète, philosophe. En fait, ils ont tout ça. Mais eux, ils disent, il y a d'abord l'humilité qui est attachée à ça. Mine de rien, derrière cette humilité, on voit bien qu'il y a tout de suite des couches de sens qui viennent se condenser sur le produit. Quelle relation, quel imaginaire, quel signe, quel symbolique. Hein. Ce matin, Marc Menot nous parlait du moins 0 plus 0, c'est-à-dire on va chercher les produits sous la terre, ou il y a une espèce de niveau symbolique, et on joue par rapport à ce niveau symbolique. Bon, donc on voit bien le goût qui va être dans la saveur et le goût qui va être aussi dans les valeurs. Sans faire un jeu de mots facile, le goût, c'est toujours une tension entre la saveur et la valeur. La valeur, valeur de quoi? Aujourd'hui, valeur qui triomphe, valeur de... qu'est-ce qui triomphe? Est-ce que c'est la valeur de plaisir? Je pense que dans le cadre du tourisme, oui. Ce qui n'est pas toujours vrai de l'alimentation. Dans le cadre de l'alimentation, la valeur qui domine, c'est certainement celle de sécurité alimentaire, de bien-être alimentaire, de qualité, avec les valeurs d'énergie qu'on attend. Donc manger une nourriture sans doute saine. Apparemment, les tests montrent que c'est d'abord ce qu'attendent les Français. Une nourriture saine. C'est pas parce que c'est déclaratif qu'ils le font, déjà. Hein. Bon. Et la dimension plaisir arriverait juste derrière. Bon, faudrait voir. Mais quand je suis dans un contexte touristique, j'imagine que je ne vais pas réfréner complètement ces dimensions hédonistes. Je vais les vivre, je vais les assumer, quitte à me reprendre en main ensuite. Mais enfin, si je vais en Bourgogne, si je vais en Normandie, si je vais dans le Piémont, il faut que je libère un peu mon imaginaire, que je sois pas trop dans le surmoi et l'autocontrôle de l'expérience. Je dois la vivre, je dois me laisser aller. Peut-être qu'il y a une attente aussi de s'en laisser compter. Sans laisser compter, c'est ONTER, bien sûr. Emportez-moi. Moi, je suis disponible. Prenez-moi pas en charge avec bus, dessert de bus, photos, buffet, rebus, etc. Des fois, on assiste à des choses extravagantes, hein, comme ça, où on vous dit, il y a la semaine dernière, tu te rappelles, on discutait avec un collègue linguiste, François Rastier, qui était effaré parce qu'il dit, j'étais en train de faire un voyage, de préparer un voyage, et il va dans une agence de voyage, et l'agence de voyage propose à un jeune couple, on a une formule pour vous. Vous voyez déjà, on a une formule pour vous. Ah oui? Quoi? 7 jours, 7 îles. Ah, fantastique. À aucun moment, il demande où, quelle île, histoire de l'île, intérêt de faire les 7 jours. La formule part tout de suite. Elle lui dit, sinon, j'ai une autre formule. Alors là, on change complètement de continent, on part en Amérique du Sud, et alors là, c'est un autre concept. Génial. Vous voyez, on est dans la... Il n'y a pas de construction véritablement mentale. C'est principe, concept, formule. Ça peut être une dimension touristique de se dire... Hop, le mot qui parle, la formule qui parle, la formule dans le sens évidemment de formulation quasiment algébrique ou alchimique, où tout d'un coup, ça parle à l'imaginaire, ça prend. Il y a un phénomène de prise entre le mot, l'image et l'imaginaire. Hein. Donc ça, c'est relativement intéressant à analyser. Et on n'a pas de jugement de valeur à faire sur ce jeune couple. Hein. Simplement, tout d'un coup, la formule 7 jours, 7 îles, ça dit quelque chose. Et évidemment, là, on pourrait être triste en se disant, il n'y a pas le minimum d'intérêt pour quel type d'île, quel environnement géographique, culturel, ça devient complètement secondaire par rapport au romantisme d'expérience à vivre, à la limite qui pourrait se passer n'importe où. Voilà, donc du coup, on comprend ces phénomènes de goût avec son épaisseur, ses saveurs, de la saveur aux valeurs, mais la valeur, c'est plus suffisant, parce que si on parle uniquement de valeur, entre le plaisir, la santé, le romantisme, on n'est peut-être pas assez attaché encore à une dimension plus incarnée que le touriste veut ressentir. Et donc, derrière saveur et valeur,
l'expérience sans doute amène de la profondeur. C'est la question qu'on pourra avoir. Est-ce que l'expérience c'est quelque chose de superficiel qui est formaté? On vous dit tiens, vous allez vivre en Bourgogne, en Normandie ou en Italie, dans le Piémont, une expérience préfabriquée en quelque sorte, et là on serait au comble du superficiel. C'est-à-dire que moi, touriste, je suis incapable de me prendre en charge et on me dicte ce que je dois vivre comme expérience, ou au contraire, on conçoit le tourisme comme une orientation, un travail de guide, un travail de passage, un travail de transmission, en disant ben, nous, on a la culture du lieu, nous, on le connaît, on est imprégné de ce lieu-là, et de même que j'orienterais quelqu'un dans la dégustation d'un vin ou d'un plat, je l'oriente, je donne une orientation à son expérience. Et là, je lui reproche pas de pas savoir les choses. Il est là pour les connaître. Il est là pour les sentir. Il est là pour les comprendre. Donc je vais pas lui reprocher. Il est dans une logique quasiment d'apprentissage du lieu, d'imprégnation du lieu, d'immersion dans le lieu. Donc il faut peut-être que je parte de ce principe-là. On va le voir. Donc d'autant que l'individu a cette prédisposition. Il veut mettre en scène, n'oubliez pas, dans le théâtre d'expérience, il veut mettre en scène sa propre existence. Donc du coup, on aurait une expérience qui serait extrêmement riche, qui aurait sans doute... alors à la limite, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'expérience? On va mettre sans doute, on vient de le dire, une dimension sensorielle, une sensation, un contact, on va dire, indiciel, l'indice avec le monde, un contact presque premier avec le monde extérieur, des sensations. Hein, il y a beaucoup de signatures qui sont parties dans cette direction-là, hein, autour des sensations, du ressenti direct, on dit indiciel, avec l'environnement. Ce qui est fascinant dans l'expérience, c'est qu'elle est sans doute à la confluence du collectif et de l'individué. J'ai envie d'être dans une action pas coupée du monde, d'être au contact du monde, d'être dans le collectif, pas dans la masse. Bon, il y aura sans doute encore un tourisme de masse qui existe, mais d'être dans le contact du monde, d'être avec des gens, d'être avec un groupe avec lequel on va participer à cette expérience, verbaliser cette expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, des échanges. Alors évidemment, on sait que c'est éphémère. On sait très bien que quand on vient souvent d'un groupe touristique, on jure de se revoir à vie, et une semaine après, ça y est, on a coupé les ponts. Mais n'empêche que sur le moment, on a vécu une expérience collective forte, avec le groupe, avec l'environnement culturel dans lequel on était. Peut-être qu'on peut mettre, et je vais conclure là-dessus, dans l'expérience, il y a sans doute de la forme et de l'élasticité. Je pense que dans une expérience, tout est question de variation, de degré, de nuance, de déplacement. Ce qu'en termes techniques, on appelle une discrétisation de l'expérience. C'est des petits détails. Hein. Vous savez, prenons l'expérience facile, qui est canonique, hein, de la dégustation du vin. C'est des petits détails, mais bon, on a inscrit une temporalité particulière. On va pas boire tout de suite. On va d'abord regarder le vin, on va le considérer. On va regarder, on va ensuite, après l'œil, vous le savez, il y a toute cette ritualisation de l'expérience. L'œil, le nez, la bouche, et là-dessus on met quelques mots sur ces impressions. Donc on peut imaginer de prendre souvent la dégustation comme un schéma canonique qui pourrait nous servir pour la dégustation du monde. Hein, c'était le titre du bouquin de Le Breton sur la saveur du monde. On pourrait se dire, à la limite, il y a des passerelles mentales sans doute à faire entre le schéma canonique de la dégustation, qui fonctionne bien, et puis cette dégustation du monde qui inscrirait, par exemple, une nouvelle temporalité, ralentie, plus longue. Alors ça, qui introduirait des nuances, être sensible aux nuances. Hein, donc Jean-Louis Laville en parlera peut-être, mais une des nuances, par exemple, qui a été introduite en Normandie, c'est sur les couleurs. Là où les gens disent gris, si vous dites opalescent, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est une requalification. Est-ce qu'on triche? Non, on triche pas. C'est une éducation du regard. C'est pas du tout la même chose. Je n'invente rien. Je dis, bah là où vous voyez que du gris, bah regardez mieux. Regardez un peu mieux. Et qu'est-ce que vous me dites? Alors si, pour arriver à ces nuances, je me dis au fond, qui est-ce qui nous aurait guidés par rapport à ces nuances? Est-ce que des peintres, des écrivains, des nuances qu'il y a dans un plat? Je vais faire des passerelles mentales. Qu'est-ce qui pourrait m'aider à comprendre, à entrer dans cette sensibilité-là?
Et là, il y a un régime très particulier à l'expérience, c'est qu'elle peut pas être brute, elle peut pas être directe. Vous voyez, c'est pas le théâtre de la fête foraine, c'est pas la même chose. Dans la fête foraine, c'est éminemment sensoriel, la fête foraine, éminemment sensoriel. Les odeurs, les lumières, le mouvement, le bruit, les sons. Alors vous allez me dire, bah Bouteau, on est au comble de l'expérience dans la fête foraine. Bah non, parce que quand vous regardez bien, la fête foraine, remise sur le fond de l'existence, elle apporte une expérience. Mais vous avez beau retourner 100 fois la fête foraine, votre monde, votre espace intérieur, c'est pas ouvert sur fond d'existence à des significations particulières. Hein, c'est une expérience, c'est un peu toute la limite qu'il y a entre une expérience qui est vécue et ce qu'on a appelé un peu la disneyalisation du monde, où on transforme un espace en simple espace d'attraction. Regardez ce qu'on a dit ce matin. Le problème, sans doute, de l'expérience n'est pas celui de l'attraction, il est celui de l'attention. Mais sans doute, parce que quand vous êtes dans le phénomène purement attractif, vous êtes subjugué, mais vous n'avez pas la bonne distance pour voir les nuances, pour voir ces petites modulations. Il faut une bonne distance. Il faut une bonne distance, il faut prendre le temps. Il faut une bonne distance dans l'espace, il faut voyager les choses. Moi, je suis pas sûr que 7 jours, 7 îles, ça fonctionne. Ça veut dire que 7 fois de suite, je fais faire mes valises, on me débarque, ça n'a pas de sens d'une certaine manière. C'est du nomadisme permanent. Quel est l'intérêt de faire ce nomadisme permanent? Bah, peut-être au moins, il me garantit une chose, de me couper de l'ennui. Mais bon, c'est quand même le degré numéro 1 du tourisme, hein, de dire, bah, je voudrais au moins une chose, c'est que je sois hyper actif et d'avoir la garantie de ne pas m'ennuyer. Ça fait un peu léger. Voilà, donc on est dans cette forme, dans cette élasticité. Et je pense qu'au bout du compte, l'expérience, au-delà de ces petites nuances, de ces variétés, de la capacité à sentir des choses, finalement dans une expérience, disons-le peut-être très simplement, tout d'un coup, je suis mis en position de sentir quelque chose que je ne sentais pas jusque-là, de le ressentir et de me voir capable de le ressentir, en me disant, bravo, tu t'ouvres un nouvel espace de sensibilité. Voilà. Et donc, c'est ça la vraie découverte de l'expérience. C'est que, avant l'expérience, j'aurais jamais imaginé être capable de ressentir ça. Et ça m'a ouvert un nouvel espace, à travers un plat, à travers une marche, une promenade, à travers un nouveau regard sur les choses. On n'est pas obligé de tout faire, hein, le regard, la bouche, etc. On peut peut-être prendre une direction plus particulière. Donc, au bout du compte, le monde retrouve une certaine organisation. L'expérience, sur le fond de l'existence, elle me dit, bravo, tu t'es ouvert à quelque chose de nouveau, tu as ouvert un nouvel espace chez toi, grâce à quelque chose d'humble, hein, un élément végétal, un contact augmenté avec le monde et un contact augmenté avec soi, et finalement qui donne un peu plus d'épaisseur. Voilà. Bon alors, ça évidemment, c'est un peu la définition idéale de l'expérience. C'est facile hein, quand on est là, on spécule comme moi à ma place, on définit ce qu'est l'expérience, et puis on va dire maintenant au boulot. Alors on va peut-être commencer avec Sophie en se disant bon, si j'ai le défi de la Bourgogne. Bon, on me donne un beau capital image quand même. Hein. Parce qu'on sait quand on se balade dans le monde entier, enfin je sais pas, nous on est très fiers de notre région, mais c'est rare. En fait, c'est rare qu'il y ait une négativité. Quand vous dites Bourgogne, ça introduit rarement de la négativité. Donc on est sur un capital symbolique fort. Et en même temps, si je peux dire juste un mot avant que Sophie ne prenne la parole, c'est de se dire en même temps on a tellement ce capital symbolique autour du vin, du terroir, de l'escargot, que finalement, toutes ces belles images, nous donnent un a priori favorable, mais en même temps, peut-être nous plombent. Elles nous plombent en disant, mais comment on va s'en sortir? Alors, la question, c'est de savoir ce qu'a fait Sophie avec son capital symbolique Bourgogne. Si tu peux nous... Je pense qu'il suffit de fléchir.
Oui, donc bonjour à tous. Donc effectivement, on a la Bourgogne comme destination touristique et qu'on souhaite la mettre en avant et en lumière pour des clientèles. C'est vrai que c'est un enjeu un peu compliqué. Et c'est vrai aussi, ce qui est difficile, c'est que nous sommes partis déjà d'un constat, puisque face à ce constat, on s'est rendu compte qu'on avait certes les avantages dont parlait Jean-Jacques, mais on avait surtout une difficulté avec une offre qui était très diverse, qui avait normalement un bon positionnement, qui était à la fois tournée sur la gastronomie et la viticulture, et qui avait une complémentarité autour de ces différentes thématiques, avec des différents modes d'itinérance, qui étaient le vélo, le fluvial notamment. Ces avantages nous permettaient d'avoir cette bonne image, en général avec un rayonnement international de qualité, qui était donc toujours lié au vin. Avec une image qui manquait parfois un petit peu de dynamisme. C'est vrai que l'offre que nous avions en Bourgogne et que nous continuons d'avoir méritait aussi dans certains cas un petit toilettage aussi. Il fallait un accompagnement des professionnels et c'est pas tout de vendre une image. Il faut aussi à un moment donné apporter aux clients, en tout cas dépasser certaines faiblesses, notamment par rapport à certaines attitudes dans les différents établissements, et il fallait véritablement retravailler en direction de cette offre pour que justement on essaye de retravailler avec ces professionnels pour que l'expérience que le client est censé mener dans leurs établissements soit garantie et que ces avantages, même si par rapport à d'autres régions françaises et européennes, on est effectivement toujours dans cette logique d'art de vivre, mêlant vin et gastronomie et les patrimoines également, il fallait qu'on essaye de redonner une promesse complémentaire et passer un petit peu les clichés qu'on connaissait sur la destination. Donc la Bourgogne, c'est une véritable destination touristique. La majorité des séjours sont centrés sur la découverte du vignoble et du patrimoine, avec des modes de découverte relativement variés. On a une clientèle à peu près 60% française et 40% d'étrangers. Et on a un petit peu plus travaillé justement sur des clientèles d'étape qui n'auraient pas forcément pensé s'arrêter en Bourgogne, qui avaient l'habitude de la traverser par les différentes autoroutes qui nous constituaient, mais qui n'avaient pas forcément un réflexe de s'arrêter. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Donc on a beaucoup de points communs avec d'autres destinations françaises. On a un terroir, on a un certain art de vivre, on a une certaine qualité de vie. En Bourgogne, on peut prendre son temps. L'escargot qui a été pendant quelques années notre symbolique véritablement reflétait cette image-là. On est relativement authentique, on a une nature assez préservée. Et on a donc des atouts distinctifs majeurs. On a nos vins de Bourgogne qui ont une notoriété mondiale, comme le rappelait Jean-Jacques. Ces vignobles qui sont également des espaces de découverte importants et une référence pour le monde entier. La gastronomie, avec des tables prestigieuses, comme celle de Marc Menot qui préside ce colloque ces 2 jours. On a également des patrimoines culturels et historiques connus, en passant par Cluny, Autun, Vézelay, autant de patrimoines qui font date dans notre histoire. Et on a également de l'eau en Bourgogne, ça peut paraître un peu surprenant, mais l'eau est également un élément important, de plus en plus important également pour la région à travers ces canaux. Mais il fallait constater qu'on avait une image d'une région qui avait peu évolué et on avait véritablement besoin de renforcer et d'avoir les vecteurs de connaissances qu'on connaissait, qui étaient les vins et la recommandation, pour justement rappuyer auprès de ces clients qui pouvaient venir sur la destination, puisque le bouche à oreille est véritablement un élément important pour venir sur la destination, qu'on pouvait en Bourgogne avoir une expérience intéressante et en tout cas diversifiée sur cette destination. La recommandation, c'est quand quelqu'un recommande, c'est ça Oui, tout à fait.
Mais pas nécessairement un professionnel, ça Non, peut être... c'est le bouche à oreille qui était un des éléments importants pour le choix de la destination Bourgogne. Donc, on s'est rendu compte qu'à partir du moment où justement cette logique de recommandation et ce bouche à oreille était un élément important pour faire venir des clientèles, on s'est dit, il faut peut-être qu'on mette en place une vraie marque de destination. Alors, créer une marque de destination, ça paraît un peu une ambition un peu surprenante au départ, mais c'était essayer d'avoir vraiment déjà un positionnement marketing spécifique où on a véritablement affirmé qu'on était une destination touristique d'étape et de court séjour. Parce qu'effectivement, comme vous le savez, on n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, et ça paraît idiot, mais c'est vrai quand même que quand on passe un séjour touristique, il y a certains atouts qu'on ne connaissait pas. Mais par contre, on était une destination qui pouvait être intéressante pour des gourmets et des curieux, qui étaient là aussi en quête de découverte, d'expérience et d'émotion. Et la richesse et notamment la renommée de ses vins, de sa gastronomie et toutes les différentes possibilités de la découvrir permettaient à chaque séjour, c'est pour ça qu'on a souhaité véritablement appuyer sur cette possibilité de renouveler l'expérience, de mener des expériences uniques. Et par rapport au thème de l'atelier, on a véritablement insisté justement sur le fait qu'une destination comme la Bourgogne, on pouvait y venir, on pouvait revenir, et à chaque fois, on pouvait ressentir des émotions différentes. Donc on a lancé une nouvelle signature, donc qui s'appelle Unique et Multiple, donc qui sous-tend là encore cette notion d'expérience, et on a véritablement retravaillé cette marque Bourgogne, et alors pas qu'avec des professionnels du tourisme, c'est-à-dire pas que des hôteliers, des restaurateurs, mais toutes les activités qui, de près ou de loin, souhaitent utiliser le logo, enfin la couleur Bourgogne que vous voyez sur ces documents, peuvent l'utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place un partenariat, notamment sur l'axe déguster la Bourgogne. Alors on parlait des produits tout à l'heure qui étaient importants pour les restaurateurs, mais en tout cas, on a passé donc un accord avec presque 75 entreprises de l'agroalimentaire de la région qui justement ont repris ce slogan « Déguster la Bourgogne » et redéclinent la marque Bourgogne sur les produits qu'ils fabriquent. Donc on a de la moutarde, on a des essentiels sur les produits bourguignons. Cette nécessité, véritablement, c'était de consolider et de valoriser ce qui faisait l'attrait principal de la Bourgogne, qui était vraiment la principale motivation de séjour, et surtout de ne pas perdre de vue que tout ce qui paraissait une évidence, il fallait continuer de le travailler. C'est pas parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont évidentes sur la destination qu'il fallait les oublier. Donc on a complété cette approche de marque avec toute une palette de couleurs qui sont donc des photos qui sont reprises également par différents établissements, notamment sur tout ce qui va être les couleurs plutôt violettes, on va les retrouver dans les caves, le bleu pour les balades en bateau, le brun pour le terroir, les bois, les fruits rouges qui sont également des éléments importants pour notre région, et essayer que chaque visiteur puisse composer sa propre palette, là encore, toujours dans cette logique d'expérience à mener. Donc cette Bourgogne, et je vais compléter mes propos, c'est que véritablement cette Bourgogne, elle est riche, variée, on a plein de possibilités et plein d'occasions de déguster. Mais ce qui est important aussi, c'est que pour nous, le problème central par rapport à cette marque, qui jusqu'à présent n'a pas été accompagnée d'une véritable campagne de communication, c'est il faut qu'elle ait une promesse. Et la promesse, justement, c'est que pour véritablement afficher la destination Bourgogne, on veut véritablement montrer que cette région, c'est un endroit où on peut véritablement faire de vraies rencontres, rencontrer, entre guillemets, de vrais paysages, et le plaisir de s'ouvrir aux autres, et également celui de se retrouver soi-même, parce que justement, tout le travail qui a été fait ces dernières années
plutôt sur des axes de communication, était l'idée toujours de prendre son temps. Et l'idée, c'est montrer qu'on peut avoir une succession d'instants magiques à partager en famille, en amis, et toujours de revenir sur une destination comme la Bourgogne. Et véritablement, ce rapport particulier au temps, qui a toujours été cher à la destination. C'est aussi bien un temps naturel dont parlait Jean-Jacques, mais également un temps sensoriel partagé qu'on n'avait pas forcément totalement exploité jusqu'à présent. Éloigné de celui de la surconsommation, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que il faut toujours aller vite, il faut toujours faire beaucoup de choses, et que dans l'offre bourguignonne, on pouvait véritablement reprendre du temps pour soi, du temps avec les autres. Et aussi bien par rapport à d'autres territoires, on souhaite aujourd'hui tenter d'avoir un positionnement où on va pas forcément retrouver ni mettre en avant une foule d'activités, parce que c'est pas le choix qu'on a fait. Et en tout cas, on va essayer de véritablement remontrer aux consommateurs et aux clients qu'on veut attirer dans des destinations et leur restituer un peu un droit élémentaire qui est totalement gratuit, qui est celui de prendre son temps. Et voilà le concept qu'on continue de travailler avec d'autres partenaires qui ne sont pas que des partenaires touristiques, qui eux aussi souhaitent appuyer la dynamique de la destination Bourgogne. Voilà, merci de votre attention. Tu peux rester un petit peu parce qu'il y a peut-être des questions. Merci Sophie. Donc on voit, hein, là c'est une stratégie intéressante par rapport à l'expérience déjà, de ne pas faire une proposition quasi exhaustive d'activités à mener. Le choix stratégique, c'est peut-être aussi de créer une rupture, enfin continuité rupture, parce que un peu à l'image de ce que l'on disait sur Dijon, qui était la belle endormie, il y a toujours eu autour de la Bourgogne une image de sérénité, de capacité à se ressourcer, mais pas liée justement ou déliée par rapport à la tonalité très tonique du monde qui bouge. Donc ça pouvait être aussi un risque de se dire, bon, on va essayer de se donner une allure beaucoup plus tonique, énergétique, et on voit que là, on assume la direction qui est celle de la sagesse, de la sérénité, d'une temporalité tranquille. Et en même temps, il fallait décloisonner du rouge. La seule couleur peut-être qu'on voyait, c'était le rouge. Hein, le vin, bon, la Côte d'Or. Donc, Côte d'Or, on avait une palette de couleurs qui allait du jaune au jaune mordoré, à l'orange et au rouge. Hein. Et l'idée, donc on demande aussi aux touristes de faire une petite conversion sémiotique. On lui dit, toi, on t'offre une palette de couleurs, on te donne des directions, et pour que tu n'aies pas une vision un peu monoculaire sur la Bourgogne, et puis à partir de ce potentiel qu'on te donne, à toi de jouer. Hein, donc ça, c'est relativement, c'est passionnant évidemment comme approche. Ça a dû être dur, hein, j'imagine, de se dire qu'est-ce qu'on assume, qu'est-ce qu'on laisse tomber. Donc là, on n'a pas travaillé l'expérience incarnée, vécue au niveau micro. On est plus sur une proposition d'orientation, de potentiel de situation à exploiter. Peut-être qu'on peut, je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques concernant l'offre de la Bourgogne, l'expérience de la Bourgogne. Si vous avez une question tout de suite à poser à Sophie Olivier-Dumas, vous pouvez y aller. Hein. Ou alors... Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement dans un organisme comme le nôtre, c'est qu'on avait on avait jusqu'à présent la possibilité aussi de développer beaucoup de documents support. Et là, on a pris le parti pris aussi de communiquer sous la forme d'un magazine, en direction par contre des clientèles non régionales, donc qui est ce fameux document qui s'appelle Le Lallet Bourgogne, alors qui est une déclinaison, là encore, le premier numéro, c'est sur la logique de déguster la Bourgogne. Et mais la logique, là encore, de bons plans, de petites adresses un peu cachées, pas les grandes évidences de l'offre touristique classique, mais un peu donner le sentiment au client qui pourrait potentiellement venir sur la destination, qu'il est un peu privilégié d'avoir cette offre-là, où il pourra prendre son temps. Il y a des exemples justement aussi de découvertes sur un temps donné qui lui est proposé pour lui suggérer, là encore, de découvrir et de prendre son temps en Bourgogne. Merci Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle tout de suite où on passe directement alors une question.
Alors, voilà, alors justement, c'est vraiment marrant d'avoir cette question, puisque justement par rapport à ce patrimoine industriel, on a mis en place un partenariat justement avec l'entreprise Stolix, qui vient de relancer toutes les chaises ouais. et le mobilier industriel. On a fait une conférence de presse mardi à Paris, justement parce que la personne qui a écrit le livre sur Stolix vient de refaire un livre sur le mobilier industriel, en reprenant l'essentiel du patrimoine, français d'ailleurs, puisqu'on a la référence à Buffon, on a la référence à Eiffel, qui là justement, par rapport à cette logique, effectivement, qui n'était pas si facile, l'angle d'attaque voulait pas non plus être trop dans un esprit de mode, parce que le mobilier industriel et tout ce qui pouvait être un petit peu plus entreprise et patrimoine industriel n'était pas forcément une approche si évidente à avoir, parce qu'on avait quand même l'expérience Kodak qui avait été douloureuse pour la région, donc il fallait pas non plus heurter les populations par rapport à la difficulté économique dans laquelle ils s'étaient retrouvés. Et c'est vrai qu'on a pris donc le prétexte là peut-être un petit peu plus, comme on dit, tendance, et on s'est un peu enfilé dans la brèche justement de ce patrimoine industriel pour justement développer la marque Bourgogne, pour là encore mettre en avant les bonnes adresses. Et dans l'approche de l'Allée Bourgogne, on a fait toute une déclinaison justement sur les emblèmes qui ont un peu marqué la Bourgogne, en passant par Seb, en passant effectivement par Tolix, Kodak, pour réafficher aussi des choses que les gens dans leur quotidien connaissent, de la cocotte minute en passant par la Tour Eiffel, qui à un moment donné, de près ou de loin, ont une attache sur cette destination qu'est la Bourgogne. On a une autre question au fond. Alors l'idée, c'est qu'en fin de compte, c'était aujourd'hui, on est et Internet et nous facilite et nous complique la vie. C'est-à-dire que le constat, en tout cas, qui a été fait, c'est que on peut tout trouver sur Internet, et on voit bien que de plus en plus, moi je suis assez étonnée d'ailleurs, on a des clients, alors que on n'avait pas forcément dans une institution comme la mienne un contact en direct avec le client. C'était pas forcément des gens qui nous écrivaient, c'est pas forcément des gens qui nous demandaient régulièrement de l'information. Et depuis qu'on a mis en place la marque, on a vu en fin de compte un regain d'intérêt par rapport à ce qu'on pouvait publier ou ce qu'on pouvait communiquer, justement sur le côté non commercial de notre démarche. L'idée, c'était justement de dire on a un porte-drapeau qui est un peu assumé par tout le monde. Chacun est libre ou non de le reprendre d'ailleurs, sans changer quoi que ce soit à sa propre identité, mais simplement assumer qu'à un moment donné, sur une destination touristique, on est plusieurs, on peut partager des choses et des expériences, et c'est par rapport à cette approche-là qu'on a mis en place la marque. Et ce qui a été intéressant, c'est que justement, on a été obligé au départ de dire attention, on a bien souhaité mettre en place une marque à destination des acteurs du tourisme, et on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, et la Bretagne aujourd'hui est exactement dans la réflexion identique, on voit bien qu'il y a de plus en plus aussi d'entreprises qui souhaitent être dans cette démarche Bourgogne, qui est certes au départ une démarche de destination, et que cette démarche de destination, elle aussi, leur génère une clientèle. Et on a un exemple qui est assez surprenant, parce que c'est un producteur de saumon fumé. Alors en Bourgogne, un producteur de saumon fumé, ça peut vous paraître surprenant. On a un producteur de saumon fumé qui a ouvert un parcours à la visite pour des touristes, donc pour montrer comment fabriquer du saumon fumé dans Lyon. Et il vient d'être lauréat de Trophée du tourisme, et il m'indiquait qu'il avait récupéré son plus gros client à l'export aujourd'hui, parce qu'au départ, ce type-là avait été justement un touriste dans son établissement. Et on voit bien aussi cette dimension qui est un peu surprenante, mais en tout cas qui a été intéressante par rapport à cette dimension autour de la marque Bourgogne.
Alors justement, ce qui est important, c'est que là, la démarche que je vous ai exposée pour l'instant, justement, n'a pas été transformée pour l'instant dans une réelle démarche de communication. C'est-à-dire que ça a été tout un travail sur l'approche justement de prendre son temps, sur notre premier axe marketing qui était déguster la Bourgogne, dans lequel on a effectivement remis la logique du temps. On a après développé une approche beaucoup plus affinitaire sur les différents moyens de la découvrir, en vélo, sur du fluvial, sur des thématiques beaucoup plus précises. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, là, on est dans la phase actuellement où on qualifie de plus en plus l'offre qu'on va mettre en avant auprès des touristes, en étant en train de mettre en place une plateforme qui permettra de faire remonter à travers nos sites internet les offres qui pourront à un moment donné être achetées par un touriste potentiel, pour justement, là encore, lui suggérer de l'activité, parce qu'effectivement, faire que prendre son temps, c'était un peu court. Mais par contre, il fallait qu'à un moment donné, on assume malgré tout le fait que on a eu un message pendant des années avec l'escargot, faire une rupture totale par rapport à ce qui avait pu être mis en place, sincèrement, c'était pas opportun et je pense que ça aurait été dommage par rapport au travail qui avait été mené. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir affiché ce message à un moment donné, qui était de dire on peut prendre son temps, on peut faire des choses intéressantes en Bourgogne sans réellement les qualifier. Et aujourd'hui, on qualifie bien plus notre offre et on a beaucoup plus une démarche affinitaire avec une démarche justement de marque en osant dire bon bah voilà, il y a des gens qui sont derrière la marque Bourgogne, il y a des gens qui y seront jamais. Mais à la limite, ils sont libres, ces professionnels-là, d'y être ou de ne pas y être. Après, ils voient bien que quelque part, quand ils sont derrière la marque Bourgogne aujourd'hui, ils ont des clientèles nouvelles, ils ont une démarche qui est un petit peu différente et une mobilisation, ne serait-ce que par rapport à Internet. Moi, j'ai certains opérateurs qui me disent, effectivement, depuis qu'on s'est mis un peu sous la marque Bourgogne, bah, c'est vrai que par rapport à des achats de mots-clés, des choses un petit peu qui coûtent de l'argent pour un hôtelier ou pour une activité, bah, le fait de pouvoir remonter un peu plus rapidement, en tout cas en meilleure position pour un touriste qui serait intéressé par la destination, ça lui redonne du crédit et ça génère un acte d'achat dans son établissement. C'est principalement pour ça que pour l'instant, quand on va être justement dans cette démarche de communication qu'on n'a pas entreprise et qui va être entreprise sur l'année 2010, on voulait être capable aussi d'être capable de répondre avec une offre affinitaire un petit peu plus aboutie que ce qu'on avait eu jusqu'à présent. Bien, merci à Sophie. Alors, je me tourne vers Pierluigi Basso. On va aller du côté du Piémont, une région peut-être moins connue, notamment chez les Français, par rapport que la Toscane ou que l'Italie du Sud, que sais-je encore, mais qui est formidable et qui a des atouts et un potentiel touristique, alors, qui vont peut-être nous apporter des éclairages nouveaux par rapport à l'expérience. Oui, en effet, mon thème aujourd'hui, c'est l'agritourisme, c'est-à-dire le tourisme qui est né au-dedans les farms italiens, même s'il faut dire que maintenant la relation est, comment dire, inversée. Ce n'est plus une farm qui voit l'opportunité d'entrer dans les domaines de l'hôtellerie, mais c'est quelqu'un qui va mettre en place un hôtel ou un restaurant en cherchant de construire à côté une farm pour justifier la dénomination d'agritourisme. Mais avant tout, je voudrais réagir un peu à les choses que Jean-Jacques a dit et ma collègue aussi. Et sur la question du goût, parce qu'il faut insérer ce discours de l'agritourisme au-dedans cette perspective. En effet, la communication touristique n'est pas une communication d'information, c'est une communication identitaire par exemple par rapport à la région. C'est normal qu'une région peut devenir une marque, mais qu'est-ce que c'est une marque? Une marque, c'est une représentation du producteur, oui, bien sûr. C'est une représentation d'un produit, bien sûr. Un produit change valeur à partir de la marque qu'il porte. La marque, c'est aussi capable de représenter les consommateurs, bien sûr. On
un consommateur peut se reconnaître au-dedans une marque. Donc, la marque est une chose très compliquée, c'est un intangible, un de valeurs intangibles aujourd'hui, et c'est une sorte de software identitaire, de logiciel identitaire valable pour tous les sujets et les objets qui sont à l'intérieur d'un domaine social. Les liens entre communication touristique et goût est très important parce que le goût, c'est une manière de construire identité au-dedans un domaine totalement intérieur. Normalement, on va construire distinction, dissimulation dans un domaine extérieur par rapport des relations intersubjectives, mais il faut dire que les goûts, avant tout comme sens, comme expérience sensible, c'est construire distinction entre nous et un produit au-dedans notre corps. Donc c'est une sorte de perspective intime de construction identitaire. Cette intimité, c'est étrange parce que va inverser les rapports intersubjectifs et demande en effet une transposition parce que les distinctions qui sont perçues à l'intérieur doivent se projeter à l'extérieur. Donc on comprend bien que le goût comme sens devient le goût comme forme de stylisation de l'expérience. On parle de homme de goût, par exemple, pas seulement parce qu'il est lié à un certain type de sélection alimentaire, mais parce qu'il va choisir certains vêtements, il aime le cinéma, il a du goût. Donc le goût, c'est une sorte de transposition, de projection de l'intimité, de construction identitaire vers l'extérieur. Cette transposition ne peut pas fonctionner en termes de stock de signification, en termes de habitus, pour utiliser le mot de Bourdieu. On ne peut pas se limiter à faire une sélection paradigmatique, il faut construire des transpositions. Donc il y a une sorte de ethos, et ethos c'est un peu le contraire, comme a dit Jean-Jacques, c'est un peu le contraire des habitus parce que il travaille l'ethos sur la verticalité ou la transversalité sur la transversalité du sens, des valeurs. Il faut traduire les valeurs d'un domaine à l'autre. Cette traduction n'est pas déjà là, il faut la construire. Nous savons bien que traduire, c'est une opération de créativité. On ne peut pas seulement regarder les dictionnaires. Il faut inventer des solutions traductives. Et alors, il y a de la créativité, on passe de l'existence, c'est-à-dire des savoirs encyclopédiques, des savoirs qui sont au-dedans un dictionnaire symbolique, un dictionnaire langagière, pour construire une expérience créative. Et ça, c'est le fait que le goût est un opérateur un transformateur, un opérateur de l'existence des savoirs encyclopédiques en expérience dans une prise en acte de valeurs. Ça, c'est important parce que s'il y a une transversalité du sens, s'il y a toujours des passages traductifs, il ne faut pas oublier les médiations. Il faut se souvenir toutes les fois qu'il y a des médiations traductives. Et par exemple, il y a Eurogusto à côté de nous, et s'il y a une chose que Slow Food a prise en charge, ou a enseigné peut-être, c'est l'importance des médiations. Il ne faut pas oublier la médiation. Il ne faut pas utiliser une vision, une perspective de consommation directe. Il faut tu peux préciser, par exemple, ce que ça voudrait dire pour Eurogusto, ces médiations? Les médiations sont les médiations pratiques. Par exemple, il ne faut pas oublier que manger quelque chose a une mémoire productive. Des médiations rituelles, on ne peut pas se limiter à goûter quelque chose. Il faut respecter une certaine manière d'accès aux valeurs alimentaires, etc., etc. Donc, les médiations sont très importantes et les goûts, c'est les centres de cette inversion que je voudrais souligner parce que c'est très important dans l'expérience de l'agritourisme parce que c'est une sorte d'opérateur qui va socialiser l'expérience sensible et esthétiser le social. Il fait la double opération.
Or, si on vient à l'expérience de l'agritourisme en Italie, on voit que les temps passent vite et on risque que la mémoire devient toujours plus courte. Dans la guide de Touring Club italien de 2003, dédié aux agritourismes, l'introduction, avant tous les noms de restaurants et de fermes qui sont liés à l'agritourisme, l'introduction est totalement dédiée à l'explication de l'agriculture biologique et biodynamique et en termes de conquêtes récentes. Au centre de la présentation de la guide des agritourismes, il y avait la responsabilité et la sécurité comme valeur. Sécurité, bien sûr, dans la production et dans la distribution de produits. Il n'y avait pas mention sur l'énogastronomie, étant donné que l'hospitalité et la restauration sont subordonnées par rapport à la vente des produits. La narration qui organise les catalogues, on peut dire, agritouristiques, était un réseau de suggestions d'achat pour un consommateur bien averti. Aujourd'hui, la situation en Italie est que les 62% des touristes pensent que la restauration est le centre indispensable d'une réalité agritouristique. Les données sont une recherche qui est sortie le 15 novembre et présentée dans le congrès d'Arezzo sur l'agritourisme. Donc, ce sont des données vraiment récentes. À manière contradictoire, peut-être, les sondages plus récents montrent que les problèmes plus perçus, par exemple pour les 50 entre les interviewés, les problèmes plus perçus par les touristes, agritouristes, dans l'offre touristique est la présence des réalités feintes, fausses, c'est-à-dire pas attachées à une véritable ferme, à une exploitation agricole véritable. Le deuxième problème perçu est les menus totalement détachés par rapport au territoire. Les 40% des interviewés vont signaler cette problématique. Donc, l'identité de l'agritourisme italien semble de plus en plus liée à la médiation gastronomique dans l'appropriation d'un territoire, de son genius loci, de ses enracinements culturels. En effet, la gastronomie est saisie comme communication culturelle et les experts de sciences gastronomiques comme des médiateurs. L'agritourisme est alors ancré sur une esthétique transitive qui doit faire passer, rendre accessible l'identité d'une région. Les produits ne sont pas la nature, bien sûr, mais déjà une forme de couplage avec elle et la passerelle mentale entre produits, services, excursions devrait être une déclinaison d'un paradigme identitaire. L'expérience agritouristique ne peut pas être autoréférentielle, une pure substitution ou variante d'une forme d'hôtellerie, mais il ne peut pas devenir aussi transparente et impersonnelle. L'accueil impersonnel est censé comme un des défauts majeurs pour une réalité agritouristique. Dans l'université de sciences gastronomiques, la philosophie slow food est traduite dans un profil professionnel de médiateur gastronomique, étant donné que le goût est devenu pas seulement un secteur de l'industrie des loisirs, mais la réponse à la dévaluation de la formation personnelle. Le goût ne permet pas délégation d'expérience ou cooptation des profils identitaires de lifestyles. Il faut se plonger dans l'expérience et l'éducation peut seulement prévoir des médiateurs qui puissent guider un procès de singularisation des assumptions personnelles d'un patrimoine comme lequel représenté par un territoire et ses traditions énogastronomiques. C'est pour cela qu'au centre de la promotion des expériences agritouristiques, il faut mettre les formes de vie, comme a dit Jean-Jacques, les formes de vie des clients et des parcours d'appropriation guidés. L'expérience agritouristique
prévoit en fait une sorte de syntaxe de consommation de services et de saisie des appréhensions de valeur du territoire. Ce parcours syntaxique doit recevoir des spécifications stylistiques pour rendre les touristes protagonistes de son expérience. Les professionnels, les responsables des agritourismes doivent assumer un rôle de médiateur, des guides, des entraîneurs, mais pour permettre une différenciation, une distinction stylistique de l'expérience touristique. La narrativisation et valorisation de l'offre agritouristique doivent concerner des parcours de stylisation à partir du simple séjour de relax pour arriver à l'expérimentation existentielle propre à l'écotourisme. Dans l'écotourisme, une famille entière peut faire paradoxalement, à manière paradoxale, une expérience in vitro d'adaptation au canon écologique. C'est totalement réel, c'est une expérience totalement réelle, mais elle reste en quelque sorte in vitro parce que limitée dans le temps et guidée par quelqu'un qui, par contre, incarne un idéal de vie alternatif. Pour cette raison, une des valeurs plus appréciées est la véracité des responsables de l'agritourisme. On sait bien que les valeurs plus appréciées par les écotouristes sont, je le dis en ordre, dans les sondages récents, l'hospitalité, l'authenticité, les soins du lieu et le bien-être. On peut immédiatement apercevoir une syntaxe. La première étape, c'est le franchissement d'un seuil familial, la possibilité d'accéder à un espace où les services sont avant tout les pivots d'une forme de vie déjà opérative et effectivement exemplifiée, incarnée par les responsables de l'agritourisme. La deuxième étape... Donc ça, c'est l'hospitalité. Oui, voilà. Oui, c'est le climat familial, la possibilité d'entrer dans une sorte de climat des familles. Donc ça, on le met avant tout le reste. Avant tout. La deuxième étape est donc l'authenticité de cette incarnation et l'adhérence à une certaine axiologie, c'est-à-dire à la cooptation d'un certain système de valeurs qui se traduit dans les soins de détail et dans la cohérence et dans les soins du lieu. Le bien-être est on retrouve le petit détail qui fait vrai. Hein, oui, le petit détail qui fait vrai. Oui, que tu as dit. Dans l'authentique. Le bien-être est à la fin l'exemplification même de cette adhérence, de cette incarnation convaincue et sereine. Naturellement, cette syntaxe n'est pas une introduction idyllique, mais une sorte de précondition de véracité sous les signes de l'hospitalité qui est capable d'exemplifier un monde vivable et consistant qui s'offre à la perméabilité identitaire de l'écotouriste. L'agritourisme doit se placer au-delà de la dialectique produit-consommation touristique pour promouvoir une dialogique entre des formes de vie différentes. Or, si on voit bien, en termes plus détaillés, le bien-être demande une sorte de syntonisation, une sorte d'accord avec une autre forme de vie. L'éco-responsabilité, la responsabilité écologique, une sorte d'expérimentation métonymique, une partie de ma vie vécue dans une ferme biologique. Troisième étape, la connaissance du lieu comme immersion intensive, gourmande et élective. Donc, toutes les expériences agritouristiques demandent une sorte de compétentialisation, de construction de compétences, un parcours d'accès aux valeurs. Voilà donc le problème de garantir à différentes typologies de touristes une multiplicité orientée de perspectives d'accès qui peut aboutir naturellement dans une diversification de l'offre, des programmes et des services. L'agritourisme est dans le même temps une opération d'intégration des offres différentes dans les tourismes ruraux et une diversification des parcours d'expérience. En conséquence, chaque réalité agritouristique doit penser soi-même comme au-dedans
un couplage avec les territoires et avec d'autres réalités agritouristiques similaires. L'isolement de l'agritourisme est la pauvreté d'une condition confondue avec l'exclusivité. Donc, si on prend deux axes de variables, l'un qui exprime l'opposition entre diversité et similitude, et l'autre qui peut distinguer les gradients d'identité et d'altérité, qui composent l'ancrage distinctif de la réalité agritouristique, on peut schématiser un peu et on peut dire qu'il y a des agritourismes qui peuvent différencier l'offre en termes de séjour, donc préserver une identité et une similitude de l'expérience tout au-dedans les jours d'hospitalité. On peut garantir l'identité, mais avec des variations, des diversifications, c'est-à-dire les excursions. On peut construire un réseau entre des agritourismes différents qui peuvent se réunir en termes de réseau et donc combiner une sorte d'altérité similaire, une altérité combinée avec la similitude, ou construire des formes d'itinéraires. Comprendre qu'on peut construire des formes de liens entre des autres agritourismes en termes d'itinéraires et donc de complémentarité expérientielle. Les séjours impliquent une immersion dans les propriétés du lieu, tandis que l'excursion doit exhiber la diversité des aspects qu'une région peut révéler. Les réseaux, par contre, les réseaux entre agritourisme, peuvent suivre une idée de cumulation de lieux similaires, et donc le programme agritouristique devient une variation sur un même thème, une variation sur une constellation de valeurs. Les agritourismes doivent alors chercher une fédération dans l'idée de garantir aux clients une continuité expérientielle dans des déplacements. L'itinéraire implique par contre un voyage à l'intérieur d'une région pour en découvrir les différents aspects. Donc les agritourismes doivent penser en termes de complémentarité, comme je dis, de l'offre. Je vais terminer mes contributions. La narrativisation de l'expérience agritouristique doit alors préfigurer au moins 4 parcours qui impliquent 4 stratégies différentes dans les relations avec les territoires et les autres responsables qui ne sont pas des rivaux. Non? Après cette préfiguration, il faudrait narrativiser l'expérience en acte que Jean-Jacques a bien illustré. C'est-à-dire la configuration de l'expérience agritouristique, qui est censée résoudre une série considérable de tensions, des oppositions, qui risqueraient de devenir paradoxales. Je voudrais seulement présenter la chose, je n'ai pas le temps pour le développer. L'agritourisme doit être, dans le même temps, il doit tenir ensemble des contradictions. Il doit être, l'agritourisme, intelligent, mais aussi amusant dans le même temps. Enchanteur, mais aussi activateur et mobilisateur. Gourmand, raffiné, d'une part, mais aussi populaire, d'autre part. Disponible et accessible d'une part, mais un peu inconnu et mystérieux de l'autre côté. Sûr et fiable d'une part, mais aussi aventureux. Familial, mais aussi particulier. Tous ces points doivent retrouver une solution au-dedans de la construction identitaire d'un agritourisme. Le dernier point, le particulier et familier, est notamment important. Il signale comme l'espace agritouristique doit être discontinu par rapport aux routines et dans le même temps continu par rapport au climat familial. Il doit favoriser une intégration familiale et dans le même temps une individualisation. Il doit démontrer une attitude pédagogique, mais dans le même temps, il obtient une sorte de symétrisation des positions au-dedans de la famille des touristes, par exemple entre parents et fils. Après la configuration des paradoxes internes à l'expérience agritouristique, il ne faut pas oublier la configuration mémorielle des épreuves expérientielles stratifiées tout au long du séjour.
À ce propos, il faudrait rendre les touristes les protagonistes de cette reconfiguration au profit de clients successifs. Par exemple, on devrait promouvoir les dépôts de traces de visite. On peut penser aux clients capables de laisser des objets produits, des recettes de cuisine élaborées à partir des suggestions du territoire, des écrits, des biographies de consommation, etc. L'agritourisme peut, je termine, peut trouver des avantages s'il est trouvé par Internet et, dans le même temps, s'il laisse à la fin une sorte de blog vivant en soi-même. Merci. Merci. Alors, merci pour ce propos très dense, très riche. Pendant que Jean-Louis s'installe, vous voyez, on est toujours sur l'idée d'inventer l'eau chaude et de faire quelque chose de nouveau. Parce qu'à la limite, qu'est-ce qu'on dit? Au départ, l'agrotourisme ou l'écotourisme, ils capitalisaient sur les produits. Et ils disaient, venez dans des fermes agritouristiques et on va vous proposer un catalogue de produits maison. Voilà. Et puis un jour, on s'est dit, mais au lieu de dire, venez chez nous, vous allez dormir, on va vous faire la petite nourriture locale, et puis avec des produits faits maison. Si on disait, au-delà, c'est une véritable forme de vie qui se dessine. Une véritable forme de vie, pas simplement des produits. Alors là, vous pouvez nous dire, mais là aussi, vous inventez l'eau chaude, parce que aller au camping, c'est une forme de vie, qui n'a rien à voir avec aller dans un relais château, qui est une forme de vie. Ce que disait aussi, évidemment, très bien Pierluigi, c'est que c'est à la fois différent et le même. Quand je fais, par exemple, un circuit de relais château, j'ai pas envie de revivre la même expérience d'un relais château à l'autre. Mais en même temps, donc là, je suis dans la dissimilarité. Je veux pas vivre la même expérience. Hein. Mais en même temps, je veux retrouver l'esprit relais château, avec une certaine garantie. Alors, vous allez me dire, ça aussi, Logis de France et tout ça. On ne peut pas dire, par exemple, que les Logis de France est véritablement, je m'excuse s'il y a des responsables Logis de France, mais réussi à dire, ça correspond véritablement à une forme de vie, Logis de France. Il y a une vie derrière. Relais Château, oui. Il y a un esprit Relais Château, certains codes, une certaine gamme de produits, de lieux associés à cela. Et donc, pour simplement conclure là-dessus, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, imaginez qu'une région, elle aussi, s'invente une forme de vie. Derrière l'écotourisme, le Piémont dit, là, on vous offre, il y a le camping, il y a l'hébergement, les tables de charme, ceci et cela, mais avec l'écotourisme et l'agrotourisme, c'est encore autre chose. Imaginez que votre région, elle réussisse ce tour de force de dire, ben nous, on a inventé une forme de vie touristique qui est une forme de vie tout court. Alors là, chapeau. Voilà, c'est évidemment le soubassement de toute la communication de Pierluigi Basso et je l'en remercie. On verra si on a quelques minutes pour les questions, mais on ne veut pas manger le temps de Jean-Louis Laville qui a près d'une quarantaine de slides, je crois, donc une demi-heure, ce ne sera pas trop. Merci. Non, mais bonjour, bonjour à toutes, bonjour à chacun. Je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir pour moi de retrouver Jean-Jacques aujourd'hui, Sophie aussi, et puis vous, monsieur. On a été un peu complices avec Jean-Jacques dans des vies précédentes, et en particulier, le travail que je vais vous présenter, nous l'avons repensé un peu ensemble. Alors, il est un peu complice et de ce que je vais vous montrer, mais on a essayé de faire passer la région de Normandie, qui avait besoin d'une nouvelle dynamique touristique, à un temps nouveau, également évidemment un travail méthodique autour d'une marque, mais on y a ajouté une réflexion profonde sur la gamme des offres qu'on devait proposer à nos clients, et cette gamme, nous l'avons totalement fondée sur la réflexion expérientielle que Jean-Jacques, tu as introduit depuis de nombreuses années. La place du goût et des produits dans l'identité normande, un petit rappel, mais je crois qu'il faut être très concret. Vous parliez de blog, cher ami. Bon. On a ouvert un blog il y a 3 ans. On a demandé aux gens ce qu'ils pensaient de la Normandie. Alors voilà, j'ai pêché cette phrase. Bah, oui, commençons par ça, au fond. Ce qui unit les Normands, c'est la gastronomie et cette passion pour la crème fraîche. Voilà, ça commence très fort. On est dans une identité de carte postale. La Normandie touristique, c'est un ensemble de produits très diversifiés, souvent occultés, nous, par une grande carte postale, hein, une carte postale très puissante que vous avez sûrement en tête,
que vous avez admiré, parce que la carte postale, c'est une vraie photo, hein. C'est évidemment le bocage au pommier, ces belles vaches, aussi belles lunettes, sous des pommiers en fleurs, l'explosion printanière, au pied évidemment d'un pommier. C'est une cuisine plantureuse, de tradition terrienne, et évidemment qui s'est allégée et qui s'allège de plus en plus avec toute une jeune génération de chefs qui se tournent vers la mer. Mais évidemment, et là nous sommes 3 déjà, hein, mais on est quelques-uns à partager ça, c'est évidemment des traductions de production et un attachement marqué à des bons produits. Alors, bon voilà, une petite liste, hein, mais juste pour vous les remettre, plaisir des saveurs, beurre et crème d'Isigny, camembert, Livaro, Pont-l'Évêque et Neuchâtel, les caramels, les moutons de présalé de la baie du Mont-Saint-Michel, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres de Saint-Va, les moules de Barfleur, la petite pêche, hein, ce qu'on appelle la petite pêche, les sols, le cidre, le calvados, le pommeau, le poiré et bien d'autres choses. Et puis des spécialités de la terre et de la mer, hein, vous pouvez les reclasser. Bon, évidemment, la Bourgogne, l'Alsace, la Normandie, ces belles régions italiennes, la truffe d'Albe. Bon, on a évidemment ce patrimoine, je ne vais pas développer, la Touraine aussi, hein, et vos beaux légumes. Donc, évidemment, nous avons cela, avec des spécialités, l'andouille de Vire, les tripes de Caen, le canard à la rouennaise, le boudin de Mortagne, le poulet Vallée d'Auge, voilà. C'est un vrai patrimoine, un patrimoine. Alors évidemment, ce patrimoine, il a une dimension mondiale. Et chez nous, s'il a une dimension mondiale, c'est évidemment à travers le camembert. C'est pas né comme ça, hein, et c'est vrai que c'est venu de ce que ce fromage a été introduit dans les rations des poilus par Clémenceau, et que toutes les troupes alliées ont donc tous les jours de cette d'année-guerre mangé un camembert, l'autre ami de l'homme aux heures difficiles. Évidemment, la vocation mondiale du camembert était lancée, et puis de 39 à 45, un autre rendez-vous avec le monde qui a fait que la Normandie a évidemment pu à nouveau, dans des circonstances un peu difficiles et tragiques, recevoir les clientèles du monde, américaines, anglaises, australiennes, bien sûr. Dès le XVIIe siècle, le Pays d'Auge fournit Paris en fromage à pâte molle, et le cidre et le calvados sont absolument intrinsèques à la Normandie. Donc ce patrimoine de goût, voilà, il est d'une puissance exceptionnelle, avec une dimension mondiale, la bénédictine aussi, une très belle aventure marketing par ailleurs, d'un homme génial, Alexandre le Grand, c'est un nom, hein, ça, formidable. Des personnalités, parce que quand on a ce patrimoine, ça suscite tout un patrimoine également de savoir-faire expert. Alors Marie Harel, hein, celle qui a inventé le camembert, Annette Poulard, d'origine bourguignonne, Annette Poulard qui a inventé une omelette ô combien célèbre au Mont-Saint-Michel, des cuisiniers, alors je sais que ce matin vous avez reçu Marc Menot, mais Taïwan, Choron, Prunier, le nôtre, Monet, un cuisinier peintre un peu célèbre, qui a laissé des carnets de cuisine assez exceptionnels, des grands industriels, Fauchon, Jean Mantelet, l'inventeur du moulin à légumes, la dynastie Moulinex. Bon, donc évidemment, les goûts et les produits, c'est le cœur. Voilà. Mais comment on passe de ça à une mise en tourisme? Alors, chez nous, d'abord, la première considération, c'est que ce patrimoine, il est au centre d'une philosophie de vie. Hein, c'est ce que vous avez dit. Bon, je crois que c'est ça qui permet la mise en tourisme. Alors, chez nous, l'art de vivre normand, c'est un art, chez nous, hein, un art du bien vivre en paix. On aime vivre à l'abri de notre maison, protégé du vent, des éléments, du grand air, avec la famille, avec les amis, très discrètement, en respectant nos anciens, à l'abri de nos arbres et de notre bocage. Donc évidemment, ce patrimoine-là, il est propice évidemment à
à une philosophie complète où l'art du bien manger a une place tout à fait considérable. Ici, on aime partager la table, c'est une tradition paysanne. Ici, on a des rapports simples, humains, et une gastronomie généreuse. Donc, évidemment, quand vous parliez il y a un instant de l'hospitalité, de la dimension familiale, ce sont des prérequis. Et je ne crois pas qu'effectivement on puisse développer, je crois qu'on l'a en commun, hein, les trois intervenants de cet après-midi, je ne crois pas qu'on puisse développer, bon, et je pense qu'en Touraine vous avez une relation également à cela, c'est à vous de la caractériser, mais évidemment on ne peut pas développer une relation avec les touristes si on n'a pas déjà dans son pays une relation assez proche qui est une relation d'un art de vivre. Chez nous, elle se caractérise par ce bien vivre en paix. Et puis, il y a un autre élément identitaire extrêmement important chez nous, la pomme qui est à la fois symbole de l'unité normande, qui est en même temps l'expression de la diversité, au moins de la dualité, hein, la pomme qu'on coupe en deux, les talents, la diversité des pays, c'est en même temps l'expression d'une vitalité, d'une fécondité. Le verger, ça plante très loin. La pomme, toi, c'est la spirale de l'escargot. Ce sont des formes qui vont très très loin dans l'histoire des mythes de l'humanité. Hein, et là aussi, évidemment, il n'y a pas d'accueil touristique sans une relation historique très profonde à des forces symboliques extrêmement puissantes. La pomme est indiscutablement chez nous une forme symbolique extrêmement profonde, un centre affectif, d'un art de vivre, j'y reviens, autour du chez nous, j'y retrouve, d'une tranquillité, d'une convivialité familiale et villageoise. Voici cette belle brasserie de cidre que vous trouviez. La mise en goût, la mise en tourisme du goût, alors comment est-ce qu'on a fonctionné avec cela? Bon, on avait besoin d'enrichir l'image de la Normandie. Nous, on a une problématique, alors à cet égard assez différente d'autres destinations. Nous recevons des flux extrêmement importants. L'unité de compte chez nous, c'est entre 3 et 4 millions de visiteurs. 3 et 4 millions de visiteurs au Mont-Saint-Michel, 3 et 4 millions de visiteurs à Honfleur, 1 million de visiteurs à Omaha Beach, 1,5 million à Étretat, 1 million à Giverny. Bon, on est évidemment dans une destination très puissante qui vit avec le poumon parisien, au rythme évidemment des week-ends de l'Île-de-France, et donc c'est une fréquentation de masse. Mais la fréquentation de masse, ça pose des problèmes sérieux. D'abord dans la découverte des grands sites, hein, le Mont-Saint-Michel, avec les images caricaturales de ces sites, hein, ouverts à la visite depuis 150 ans. Hein, c'est quand même en Normandie que c'est écrite l'histoire du tourisme, hein, sur les stations balnéaires depuis plus de 150 ans. Très belle exposition vient d'avoir lieu avec un catalogue absolument exceptionnel au musée de Caen sur l'histoire du tourisme. Mais cette invention dans les grands sites fait que, évidemment, les flux de touristes extrêmement nombreux qu'on a là sur les quais où ils cherchent évidemment autre chose. Et nous avions, nous, besoin de redonner une dimension personnelle, mais aussi bien pour les grands sites que pour les lieux absolument secrets et méconnus. Mais pas méconnus de tous, parce que ce qui est très complexe avec la Normandie, c'est qu'elle a une dimension affective extrêmement puissante. On a une clientèle qui a eu son oncle, son grand-père, qui avait sa maison dans laquelle, depuis que je suis tout petit, je suis venu passer un week-end. Et la Madeleine de Proust, alors là, elle fonctionne très bien. Il y a une dimension affective très forte chez nous. Et les clients de la Normandie, c'est très nombreux clients de la Normandie, français ou anglais, ils connaissent admirablement chacun des chemins creux de la Normandie. Ils la connaissent bien mieux que tous les guides touristiques. Mais ils connaissent leurs petits morceaux de Normandie, leurs petits morceaux de Normandie, leur hameau, leur maison, leur rue ou le village. Et donc, évidemment, nous avions besoin de faire découvrir au-delà de ça à une nouvelle clientèle d'autres expériences normandes. Et c'est pour ça que nous avons donc, dans un développement de court séjour, eu à inventer une gamme de séjours que nous avons appelés les escapades
à vivre pour revivre. Comment est-ce qu'on est arrivé aux escapades à vivre pour revivre? Nous avons préempté non pas le temps, je crois que tu étais mieux placé pour le faire, mais la vie. Hein, la Normandie, c'est une région qui conjugue dans son identité d'abord le fait d'être une terre-mère. C'est une région extrêmement maternelle. Vous connaissez tous cette chanson, La Normandie qui m'a donné le jour. Bon, ben voilà, quelque chose qui est très clair. La pomme, le jardin d'Éden, je ne vais pas développer, mais c'est une région, c'est la région, je crois qu'on est à peu près la seule, dans laquelle la dimension maternelle est aussi affirmée, la tarte aux pommes, la bonne crème fraîche. C'est évidemment une générosité maternelle. En même temps, c'est un monde à part. C'est un monde à part parce que la Normandie, c'est pas tout à fait la France. Hein. Le duché de Normandie, c'était le royaume d'Angleterre. Et donc notre position singulière entre la terre et la mer, pensez au Mont Saint-Michel, hein, cette pyramide entre le sable et le ciel, entre la France et l'Angleterre, nous met dans une position très singulière. Pensez au Cotentin, la presqu'île. C'est évidemment quelque chose qui est assez différent. Et donc, nous sommes un monde à part qui est en lui-même un vrai pays. Et en même temps, un jardin idéal et symbolique, avec une vie très idéalisée et une très forte dimension poétique. C'est le jardin d'Éden. Évidemment, la Normandie est un grand jardin et une grande ferme. Donc, pour découvrir cela, et c'est un petit bémol que j'apporte à ton propos introductif, dans les valeurs que tu dis, je pense qu'il n'y a pas que le plaisir pour le tourisme. Moi, j'en vois 4. Il y a évidemment le plaisir, là vous l'avez sur la droite, mais il y a une autre valeur extrêmement importante pour nous, c'est la vitalité, hein, la puissance du vent, de l'air et de l'iode, la découverte et l'enrichissement personnel et la sérénité. Là, évidemment, on se rejoint. Et qu'est-ce qui permet de faire le lien entre ces univers de produits, ces univers symboliques, cette réalité à découvrir, à parcourir, et la fréquentation touristique? C'est l'expérience. C'est le seul élément qui permet, évidemment, de mettre en tourisme l'ensemble de ces univers. Et donc, ce que nous avons fait, c'est, en préemptant cette marque, la Normandie à vivre pour revivre, parce que quand on revient d'un week-end en Normandie, on se sent beaucoup mieux que quand on est parti, hein, ça c'est clair. On quitte stressé Paris, on quitte stressé le sud de l'Angleterre, et on revient évidemment d'un séjour au bord de la mer ou dans le bocage, avec bien plus de force, de vitalité ou de sérénité ou de plaisir qu'avant de partir. Et donc, évidemment, il fallait constituer cette gamme d'escapades à vivre pour revivre. L'expérience, elle est d'abord gustative. Alors, voilà, je veux passer très vite, hein, mais l'expérience gustative, chez nous, une cuisine riche de ces produits, des produits, alors là, on est assez différent, plutôt simples que grande gastronomie. Hein, chez nous, c'est la tarte aux pommes, la tranche de pain beurré aux crevettes. J'espère que vous avez mangé au moins ça une fois dans votre vie. Il n'y a pas plus simple, mais il n'y a pas meilleur. Un plateau de fruits de mer, hein, sur les quais à Honfleur, la sole, les moules, les coquilles Saint-Jacques, sur le port. Bon, cette expérience gustative, elle est de grande consommation. Elle est très populaire. Hein, je reprends les mots que vous évoquiez tout à l'heure dans vos binômes. Et elle est singulière, mais elle n'est pas réservée à une élite. La route du cidre et les distilleries, qui sont entrées depuis très peu de temps dans une véritable redécouverte en suivant les traces des vignerons des grandes régions, Bourgogne tout particulièrement. Et évidemment, la médiation par la pomme, ça c'est un grand avantage qu'on a sur le raisin. C'est que la pomme, les enfants peuvent s'en saisir. Et qu'évidemment, pour les clientèles familiales qui ont des enfants, la route du cidre, je l'ai vue, elle fonctionne parfaitement bien pour les clientèles avec des petits-enfants parce qu'on explique la pomme, le verger, c'est beaucoup plus facile. Et puis évidemment, on le découvre dans nos hôtels et restaurants de charme et dans les cours de cuisine. L'expérience, elle est également visite et découverte. Hein, dégustation, mais visite et découverte. Alors là, c'est très évident. C'est des lieux de rencontre incontournables. La place des marchés, des foires et des criers. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans alors là, dans la dimension plaisir et découverte. Il est clair, hein, bon alors j'en cite quelques-uns, mais si vous n'avez pas vu le marché aux poissons de Trouville, la foire de l'Essai, le marché de Pont-l'Évêque, les Halles de Saint-Pierre, on a 10 foires en Normandie
Il y en a 7 dans la Manche, hein, mais 10 foires en Normandie, encore actives depuis le Moyen-Âge. Bon, donc là, il y a une dimension extrêmement puissante, réelle, et c'est vrai que le samedi, le dimanche, il suffit de voir les touristes se balader là, comme les habitants. Évidemment, c'est une expérience. Et là, les médiateurs, ils y sont. Hein, ils y sont en blouse bleue encore avec la guimpette. Bon, il y a indiscutablement encore ces médiateurs agro-touristiques, ils sont très vivants. Et puis évidemment, il y a des lieux incontournables. Hein, alors j'en cite le Palais Bénédictine, la cuisine de Monet dans sa maison à Giverny, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde impressionniste, mais c'est un monde. C'est un univers monde, cette maison. Et l'atelier du cuivre à Villedieu-les-Poêles, bon, pour vous montrer la visite de l'usine Christophe là, à Jumièges, bon, pour vous donner quelques exemples. Et puis, alors ça, je crois qu'on peut le dire ici, là, la tradition potagère, maraîchère et nourricière. Bon, un petit salut à Michel Onfray, quand même, à Argentan, parce que l'Université populaire du goût est en Normandie, mais les potagers, les routes des fruits, je crois que ici vous savez bien ce que c'est. C'est évidemment une offre touristique extrêmement puissante, mais d'une simplicité absolue. Ce qui est très frappant dans toutes ces expériences qu'on a mises en place, c'est qu'elles sont extrêmement simples. D'ailleurs, et leur fabrication, c'est effectivement pas chez nous une Disneylandisation. C'est simplement que nous avons, bon, et je disais que on y a travaillé avec Jean-Jacques, on a simplement gratté la terre et le bord de mer, le sable. Bon, on a fait réapparaître ces choses-là. Troisième offre très concrète, expérientielle, c'est l'événement. Hein. L'expérience gustative, l'expérience visite-découverte, l'expérience événement. Alors, évidemment, les fêtes de la pomme, la fête de la crevette, les fêtes coquilles Saint-Jacques, le festival des AOC, la fête du ventre, la plus ancienne fête gastronomique de France, la foire au boudin, voilà. Tout ça sont des rendez-vous, les fêtes de l'andouille, les fêtes du hareng, tout ça sont des rendez-vous bons vivants, populaires. La foire de l'essai, le marché au cheval, bon, c'est évidemment des rendez-vous extrêmement populaires et sympathiques où on vit vraiment des expériences agro-touristiques, là, hein. On est vraiment là-dessus. Voilà, alors tout ça évidemment est mis en ligne, popularisé, promu. On a à peu près 200 expériences qui sont maintenant en gamme, hein, cette gamme. Elles sont pas toutes envoyées vers les mêmes marchés, hein, à chacune correspondent des publics différents. Ce qu'on propose à des Japonais n'est pas ce qu'on propose à un public familial français, etc. Bon, en voilà une, elle est assez caractéristique parce que celle-là, elle est vraiment l'expérience restauration, dégustation, je pense, canonique, pour reprendre ton très beau vocabulaire tout à l'heure. Bon, c'est le coup de feu en cuisine. C'est un très beau restaurant, c'est un très bon restaurant, on y mange très bien, mais évidemment depuis que les touristes peuvent aller déjeuner dans la table à l'intérieur de la cuisine. En Italie aussi, je crois. En Italie aussi, hein, je crois que c'est un produit qui est développé par quelques restaurateurs. Bon, ben ça c'est évidemment un produit très fort, il y en a d'autres, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a là la cuisine selon Claude Monet à Rouen. Alors ça c'est quand même assez formidable parce que on a la chance d'avoir à Rouen, l'office de tourisme de Rouen est installé dans le bâtiment qui a reçu Monet donc pendant sa série des cathédrales, hein, vers 1885, il a peint les cathédrales de Rouen, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et donc il y a 25 cathédrales peintes par Monet qui ont été commencées là, et le touriste peut aller se poser vraiment là où était Monet, et d'autres choses dans ce produit, et ainsi de suite. Voilà. Bon, je ne vais pas les développer toutes. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de mettre en touriste la destination. Mais on l'a fait parce qu'on avait une réalité et une légitimité. Hein, je veux dire que ces choses-là ne peuvent pas se décréter. On ne peut mettre en touriste que des choses qui sont, et c'est pour ça qu'elles sont authentiques. C'est qu'elles remontent très loin, hein, dans la mémoire collective et dans la trace du paysage et des gens. Voilà. Voilà ce qu'on a essayé de faire et qu'en quelques images, j'ai essayé de vous présenter. Wow. Voilà, il nous reste 5 minutes pour les questions, si vous en avez. Merci pour cet exposé assez complet, hein, sur toute la généalogie, toute l'archéologie de cette réflexion autour de l'expérience. Très aboutie maintenant, évidemment. Des questions dans le public par rapport sinon sur l'ensemble des... Est-ce que vous-même, vous aviez... Guy, tu voulais dire un mot par rapport à ce que tu fais? Je sens que tu vas être frustré si on ne te laisse pas la parole. Non, non, mais ça nous ferait plaisir d'entendre. Si tu avais quelque chose à dire qui va dans le cadre de cet atelier, tu es le bienvenu, bien sûr.